31 kilos de lingots d'or, 1 million de dollars en espèces, plus de 20 voitures de luxe, tout cela a été accaparé par un responsable de bas niveau du Parti communiste en Chine en seulement 5 ans grâce à la corruption. Un poète chinois pro-démocratie et son épouse ont été arrêtés. Leurs 4 enfants sont assignés à résidence avec leur grand-mère. Personne n'est autorisé à leur rendre visite. Le père d'un Américain d'origine chinoise s'est vu refuser l'entrée aux États-Unis, probablement en raison de son appartenance au Parti communiste chinois. Et l'on craint de plus en plus que la Chine ne commence à recourir à une guerre hybride. Joshua Philippe, l'animateur de Crossroads, apporte son analyse au sujet de ces menaces. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Huitens. Aujourd'hui, nous nous tournons vers Taïwan. C'est là que le sous-secrétaire d'État américain Keith Krach a eu une réunion à huis clos avec le vice-premier ministre et le ministre des Affaires économiques de Taïwan vendredi 18. Les discussions ont porté sur les liens économiques et les nouveaux dialogues commerciaux. Il a également dîné avec la présidente Tsai Ing-wen. Ces rencontres ont eu lieu le 2e jour de la visite du fonctionnaire américain sur l'île. La Chine avait précédemment annoncé des exercices de combat et critiqué ce qu'elle considère comme de la complicité entre Taïwan et les États-Unis. Lors de la visite des États-Unis, le ministère de la Défense de Taïwan a écrit sur Twitter que 18 avions de chasse chinois avaient franchi la ligne médiane du détroit de Taïwan et étaient entrés dans la zone d'identification de défense aérienne de Taïwan. La défense aérienne taïwanaise a brouillé la reconnaissance des avions militaires et a déployé son dispositif de défense pour surveiller les activités. Pékin revendique l'île démocratique comme faisant partie de son territoire, mais Taïwan maintient fermement son indépendance. Avant le départ de Krach pour l'île mercredi 16, le membre du Congrès Tom Tiffany a présenté un projet de loi demandant à l'administration Trump d'abandonner la politique d'une seule Chine et de reprendre des relations officielles avec Taïwan. Dans les années 70, alors que les États-Unis ont établi des relations diplomatiques avec la Chine communiste, ils ont rompu leurs relations avec Taïwan. L'un des voisins de Taïwan semble également vouloir renforcer ces liens. L'ancien Premier ministre japonais Yoshiro Mori est arrivé à Taipei vendredi 18, à la veille d'une cérémonie en mémoire de l'ancien dirigeant taïwanais Lee Teng-hui. Mori a rencontré le président taïwanais Tsai Ing-wen et a reçu les salutations du nouveau Premier ministre japonais Suga. Selon l'agence centrale de presse de Taïwan, le nouveau Premier ministre japonais prévoit de s'entretenir avec le président de Taïwan. Si cela se produit, ce serait la première fois depuis que les deux pays ont rompu leurs relations diplomatiques il y a environ 50 ans. Un juge de San Francisco a bloqué l'interdiction du président Trump sur l'application WeChat. Dimanche, le juge fédéral a temporairement bloqué le décret du président Trump visant à fermer l'application. L'administration Trump visait à interdire l'application en invoquant des raisons de sécurité nationale. Le secrétaire d'État Mike Pompeo a abordé cette question lors d'une visite en Guyane. Goals are really very straightforward. Protecting American information and data from ending up in the hands of the Chinese Communist Party. Les deux applications chinoises sont examinées pour leur risque de compromettre la sécurité nationale et l'économie américaine. Le département du commerce a déclaré que WeChat et TikTok collectent de grandes quantités de données qui pourraient se retrouver entre les mains du régime chinois. C'est parce que les applications font partie de la fusion civilo-militaire de la Chine et doivent coopérer avec le service de renseignement du Parti communiste chinois. TikTok et WeChat collectent tous deux des données sur les utilisateurs, notamment la localisation des activités du réseau et l'historique des recherches. Ross a déclaré que l'interdiction combattait la collecte malveillante de données personnelles américaines par le régime chinois, tout en faisant respecter les lois et règlements américains. Plusieurs millions de personnes aux États-Unis utilisent WeChat. Certains dépendent de l'application pour rester en contact avec leurs amis, leurs familles et leurs collègues en Chine. Quelques personnes disent qu'elles comptent sur l'application pour leur travail et leurs collègues. À l'aide d'une alliance d'utilisateurs américains de WeChat à but non lucratif, ils ont poursuivi l'administration pour cette interdiction, disant qu'elle violait leurs droits constitutionnels et qu'elle mettait fin à leur communication avec la Chine. Le ministère de la Justice a déclaré que les personnes qui n'utilisent WeChat que pour partager des informations personnelles ou professionnelles entre utilisateurs ne seraient pas pénalement responsables. La corruption est courante en Chine, mais à quel point les fonctionnaires sont-ils corrompus ? Nous allons maintenant nous intéresser à un fonctionnaire de bas niveau de Pékin. Près de 31 kilos de lingots d'or et plus d'1 million de dollars en espèces ont été trouvés dans la maison de Xi Fenggang, le chef du village de Xinchuang à Pékin. En outre, plus de 20 voitures de luxe, de nombreux bijoux, des cigarettes de marque et des vins de luxe ont été découverts. Et ce n'est que ce que Xi a obtenu en 5 ans, de 2013 à 2018, en acceptant des pots de vin, des détournements de fonds et en commettant d'autres activités criminelles. C'est ce que révèle le compte-rendu officiel de la Haute Cour de Pékin sur les réseaux sociaux.
Mardi, la deuxième cour intermédiaire de Pékin a condamné Xi à la prison à vie et son fils à 25 ans de prison. Ils ont été reconnus coupables de 15 crimes, dont la direction d'une organisation mafieuse et le détournement de fonds. La position de Xi en tant que chef de village est l'une des plus basses du système officiel en Chine. Le courtier de devises américain Oanda a récemment publié un avis à ses clients en Chine disant qu'il fermera tous les comptes commerciaux appartenant aux clients chinois le 30 octobre. L'expert financier chinois Xi Ling a déclaré à Radio Free Asia que le retrait des capitaux étrangers est dû à des problèmes sur le marché chinois. Il a ajouté « La Chine encourage fortement à la consommation des ménages qui accélère le retrait des capitaux étrangers ». Oanda est une entreprise leader dans le domaine des données sur les devises et du trading. La semaine dernière, elle a annoncé qu'il fermerait définitivement son marché d'échange qui avait été temporairement suspendu pendant des semaines. Dès mi-juin de l'année dernière, Oanda a publié un avis pour suspendre l'acceptation de nouveaux clients en Chine. Les clients existants ne seraient pas affectés. Oanda a expliqué qu'elle devait ajuster ses activités dans le pays. Sous la pression des États-Unis, le régime communiste chinois a supprimé l'année dernière certaines barrières du marché financier pour les entreprises étrangères, mais il n'est pas encore revenu sur le retrait des sociétés financières étrangères. Sun Dali, spécialiste de la finance à l'université chinoise du Hebei, affirme que le contrôle accru des devises par le Parti communiste chinois a entraîné le retrait des entreprises financées depuis l'étranger. Il ajoute « La vitalité économique de la Chine a cessé ». Le dissident et poète chinois Wang Zhang et son épouse ont été arrêtés. Ils ont été inculpés pour ce que les autorités appellent incitation à la subversion du pouvoir de l'État. Suite à leur arrestation, leurs 4 jeunes enfants et la mère de Wang ont été assignés à résidence et placés sous surveillance policière. Jeudi, Wang Zhang a rencontré ses avocats pour la première fois dans le centre de détention de la ville de Zhejiang, dans la province du Yunnan. Après avoir appris que son épouse avait également été arrêtée, il a été extrêmement bouleversé et a exprimé ses inquiétudes concernant leurs 4 jeunes enfants. Ses avocats ont déclaré que les autorités ont accusé Wang d'avoir incité à la subversion du pouvoir de l'État après sa libération en 2015. L'accusation est principalement basée sur ses commentaires publics, ses interviews dans les médias, ses poèmes, ses articles et ses performances artistiques qui soutiennent la démocratie et la liberté et critiquent le régime communiste. En janvier cette année, Wang et sa famille ont été contraints par les autorités de quitter Pékin et de retourner dans sa ville natale. En mai, Wang a été arrêté à son domicile. La femme de Wang a écrit sur les réseaux sociaux que plus de 20 policiers se sont rendus chez eux. Ils l'ont d'abord assommé, lui ont mis des menottes et une cagoule noire avant de l'emmener. Ils se sont ensuite emparés de la femme de Wang, de sa mère et de ses 4 enfants, provoquant l'évanouissement de sa mère, qui est restée inconsciente lorsque la police a emmené la femme de Wang. Elle est rentrée chez elle à 4h30 du matin le lendemain et a trouvé ses enfants qui l'attendaient toujours, pleurant quand ils l'ont revue. Après qu'elle ait été emmenée, son fils cadet s'est caché derrière un rideau pendant des heures, jusqu'à ce que sa grand-mère reprenne conscience et le retrouve. La femme de Wang a lancé une campagne de sensibilisation en ligne pour son mari et a été arrêtée en juin. Depuis lors, leurs 4 enfants ont été pris en charge par la mère de Wang. Selon des sources internes, en raison de difficultés financières, les jumeaux de 4 ans ne peuvent pas aller à l'école maternelle. La fillette de 8 ans est prise en charge par la police tous les jours pour se rendre à l'école et revenir. Les 4 enfants et leur grand-mère sont surveillés à domicile par de nombreux policiers. Selon un enregistrement dans les dossiers fournis par un proche, en juillet, un coursier a appelé l'ami de Wang, déclarant qu'un colis ne pouvait pas être livré et ne pouvait être donné qu'à la salle de contrôle à l'extérieur de l'unité et que la police avait signé pour lui. The police did not allow me to go up. Did this family commit a major crime, or what's the matter? There are more than a dozen policemen downstairs here every day. It's been like this for 6 months. Leurs proches n'osent pas leur rendre visite. Certains de leurs amis veulent leur rendre visite, mais n'y sont pas autorisés par la police. Ils leur envoient de la nourriture et des produits de première nécessité, mais depuis juillet, la famille n'est plus autorisée à recevoir des colis de l'extérieur. Nous allons maintenant examiner l'interdiction éventuelle de l'administration Trump à l'encontre des membres du Parti communiste chinois. Il n'est pas encore certain que les États-Unis iront jusqu'au bout, mais cette possibilité attire l'attention suite à une nouvelle affaire. Dans un tweet vendredi dernier, le conseiller juridique américain Cheng Sun-ju a décrit la réception d'un appel d'une femme chinoise. Elle disait être une citoyenne américaine naturalisée. Son père avait été précédemment laissé aux frontières américaines parce qu'il était membre du Parti communiste chinois. Elle a expliqué que son père avait essayé d'entrer aux États-Unis avec un visa de touriste vendredi dernier, mais qu'il s'était vu refuser l'entrée. Il a été obligé d'attendre à l'aéroport pour être renvoyé en Chine. Cheng a également publié un message sur Twitter suggérant que sa fille, consultante, dise à son père de démissionner du Parti communiste chinois dès que possible et de soumettre sa déclaration de démission du parti au gouvernement américain. Depuis lors, les réactions sur son cas sont devenues virales. Un internaute a dit
Il est préférable de renvoyer tous les membres clandestins du Parti communiste chinois cachés aux États-Unis. J'en connais plusieurs en Californie, ils sont tous citoyens américains et ils prétendent même être chrétiens, mais ils pensent encore à leur pension de retraite en Chine et paient encore leurs cotisations au parti. Un autre internaute a écrit « C'est une très bonne nouvelle si c'est vrai. Les membres et les sympathisants du Parti communiste chinois calomnient les États-Unis tout le temps, dépeignant les États-Unis comme l'enfer sur Terre. Pourquoi de telles personnes font-elles encore des demandes d'immigration dans ce pays? Pourquoi les États-Unis devraient-ils accepter de telles personnes ?» Un autre internaute a salué l'action du gouvernement américain en exprimant son opinion par le biais d'un clip vidéo. Le respect de la vie privée est devenu une question de plus en plus importante. De TikTok aux récentes fuites concernant la grande base de données chinoises sur des millions de citoyens du monde, les préoccupations sur l'éventualité que ces données conduisent à une guerre hybride grandissent. Tiffany Meyer de NTD America s'est entretenue avec Joshua Phillips, journaliste et animateur de Crossroads. Hello, Josh. Thank you so much for joining us today. Great to have you back on the show. Hey, my pleasure, Tiffany. Good to be here. So recently in the news a lot is the Zhenhua data leak, which has been impacting millions of people around the world, including in the US. So how big of an issue is this? This is a very big issue. Actually, back in 2016, I wrote an exclusive story on this in Epoch Times, 4 years before it was leaked to the public. The Chinese Communist Party, it has this program in China called the Social Credit System, where they have a data bank on every single person. While my source back in 2016 revealed the CCP has extended that same exact database overseas. The United States, Canada, Australia, you name it. Different foreigners, people, whether you're an influencer or not, the Chinese Communist Party has you in their databases. And the Chinese Communist Party uses these to monitor people, to target people, and to go after Chinese dissidents. It's also part of their program, and they're expanding this program abroad, trying to build it in other countries, like they're doing under the One Belt, One Road initiative. This is the CCP exporting this high-tech totalitarianist system. So how does that impact national security and the average American's own privacy? Well, for national security, a few different ways. One, we can look, for example, at the Equifax breach. We can look at the OPM breach, the Office of Personnel Management. Remember OPM? This was one of the famous breaches of the Chinese Communist Party. That was the security clearances of government workers, which means when you go on camera and you spill your guts and you say every bad thing you've ever done in your life, the CCP has that now. They know every dirty detail about every single politician, every single person who has a security clearance, and they can use that for blackmail or for other forms of targeting. It's a massive, massive national security threat. In addition to this, the Chinese Communist Party has a system of unconventional warfare. They call it unrestricted warfare, hybrid warfare, you name it. And this also ties directly into that. So you mentioned hybrid warfare. Can you expand on that? What is it exactly? Well, so there are a lot of different names for these types of warfare. People talk about asymmetrical warfare, which is kind of like unconventional warfare tactics. Hybrid warfare is a fancy way of saying using multiple forms of war in conjunction with each other. They also talk about short of war tactic. Again, this is just plays on different names of concepts. Short of war would mean you push the idea of a war. You push things right to the boundary of what would constitute war, what would cause a war, but you never cross that boundary. Countries like Russia, countries like, say, Iran and China, they do it to the United States all the time. The CCP's form of warfare, a lot of people call it unrestricted warfare. And what is this? It's a different way of thinking about war. Now, in America, we think of, bombs, guns, jets, planes, and so on. For the CCP, warfare is foreign investment. It's business. It's entertainment. It's Hollywood. It's ideology. It's the manipulation of the international legal systems. It's the subversion of the very systems that make a society function, tying back to what they had during the Soviet Union, for example, in Russia, what they would call ideological subversion, taking control of the different systems and institutions at the heart of a country and making them serve an opposite function or making them serve the interests of their own country. The Chinese Communist Party does this very actively. Well, thank you so much for joining us today, Josh. Great to have you on the show. Hey, my pleasure as always, Tiffany. Et c'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine, on se retrouve demain pour une prochaine émission. N'hésitez pas à réagir, à commenter ou à vous abonner à la chaîne YouTube. Si vous êtes déjà abonné, vous pouvez cliquer sur le symbole en forme de cloche pour être tenu informé en temps réel de la publication de nos vidéos. Très bonne soirée et à bientôt.